François Bon, les carnets, en 3 points. Le premier point, c'est une histoire hier soir, dans le premier endormissement. Et dans ce premier endormissement, de toute façon, après, je vais parler de Proust, alors ça va bien. Il y avait cette espèce d'image qui venait, et puis la phrase qui était associée, c'était un peigne à peigner le dedans du cerveau. Et c'est au point que tu te dis, mais il faut que je m'en souvienne demain matin. Puis après, tu te dis, mais si je me souviens pas, ou si je me souviens que j'ai quelque chose à me souvenir, mais que j'arrive plus et que c'est. Alors, j'ai pris le téléphone, ce que je fais rarement, et j'ai mis en vidéo, tout simplement, et j'ai enregistré directement dans le noir. Ce qui est pas. Bon, enfin, franchement, c'est pas mes habitudes, et ça donnait. Euh, ouais, le mec, normalement, on l'entend qui parle. Traversait l'os du crâne, il n'y avait aucun problème. Voilà, ça fait Ça ça. peignait dans le cerveau. Dans le Ça faisait un cerveau, bien ouais. énorme. Ça faisait un bien Tu énorme prenais ça, tu peigne. faisais bien Tu attention prenais dans le ça, tu sens faisais que bien tu attention peignais. dans le sens que tu Ça peignais. passait dans l'intérieur Ça du passait dans cerveau. Dans l'intérieur le du sens, cerveau. ça faisait du bien Ça faisait du à bien. toutes les Ce pensées, dans truc. le Attends, sens je lui où coupe la ça chic. faisait du bien à T'arrêtes mettre là. de l'ordre, à mettre Mais du t'arrêtes là. calme Ouais. là-dedans. Toi, il disait, ça met du bien, ça met de l'ordre, ça met du calme là-dedans. Donc, toi, tu crées avec ces carnets une espèce de fonction d'improvisation réflexive. Donc, l'idée, c'était ça, c'était un peigne. Un peigne, il rentre là par le crâne, mais il n'y a pas de résistance. C'est comme... j'ai une image qui me vient, mais elle est bizarre. C'est quand tu prends un crabe, tu sais, nous, du bord de mer, on connaît ça. Enfin, on connaissait autrefois, avant que ce soit des déserts totalement stériles. Les crabes, quand ils ont lâché leur coque et qui sont des crabes en mue, tu vois, et, tu rentres ça, c'était ça la consistance. Donc le peigne, tu le rentres dans le cerveau et tu te peignes l'intérieur du cerveau. Et ça te fait du bien, ça classe les idées, ça les met à l'endroit qu'il faut, et tu repasses longtemps, tu fais des jolis plis. Moi, pourtant, tu vois comment que je me peigne, mais le peigne à l'intérieur, le peigne pour peigner l'intérieur du cerveau, ça, ouais. Et quand tu le ressors, alors après, il y avait même dans la nuit des trucs qui disent, est-ce que tu as besoin de peigne ou est-ce que tu peux pas t'entrer la main comme ça dedans et te ranger un peu ça, te le comprimer, là, faire sortir là, le mauvais jus et tout. Oh, ça, c'était un peigne à peigner le dedans du cerveau. C'était mon premier point. Le deuxième point, on va dans l'écran si vous voulez bien. Alors là, je suis sur le blog Lagrange. Lagrange, c'est un carnet qui existe depuis 20 ans. C'est tenu par ce gars-là qui s'appelle Karl Dubost. Vous savez que j'ai eu une vidéo où j'étais allé le voir à Yokohama. On avait passé une journée ensemble, que c'était beau. Et là, par exemple, il raconte, ouais, il y a des articles qui disent, c'est nous là, le vlog vidéo, et puis moi, ça a commencé par le blog, et je retrouve sur YouTube cette même vie autrefois qu'on avait début des années 2000, quand on faisait nos carnets au quotidien, mais via le texte, et petit à petit, lui, en tout cas, là où il nous a donné le chemin, le texte et l'image, la photographie. Et il y a toujours chez lui un truc en 3 points. Il y a toujours une citation, parce que le matin, il va dans un bistrot, il ouvre des carnets et un livre. Alors un livre qui peut rester là pendant 3 semaines, un mois. Là, c'est Anna Moy, et j'ai acheté justement en poche ce Anna Moy dont il parlait. Pour l'instant, j'ai un peu de mal, mais c'est pas grave. Je lui fais confiance et c'est important. Et là, il parle justement de ces articles sur le retour du blog. Et lui, il dit, mais moi, j'ai pas cessé depuis 20 ans. Et c'est toujours la photographie, citation de son moment du matin de concentration sur un livre. Sinon, il fait de l'informatique comme temps. Et puis, c'est une fonction très brute. Il a même pas de serveur. Il héberge ça depuis chez lui, je crois. Enfin, c'est son ordi qui lui sert de serveur. Et là, c'était un autre. Il était en train de lire Alain Corbin. Alain Corbin, waouh, sur le silence, par exemple. Alain Corbin qui parle de Maurice de Guérin. Tu vois, toutes ces ramifications, comme là, moi, c'est ce que j'aime là dans ce carnet. Et il y avait un chapitre dans Alain Corbin sur la mort, un chapitre à propos de la mort et de l'herbe.
Et il revient sur un souvenir, je pense que c'est à propos de son père, il aimait les tombes enfouies dans l'herbe, la mousse qu'on peut rencontrer en Scandinavie. Malheureusement, les cimetières français ressemblent plus à des jardins de style classique. Pendant les saisons humides, la mousse pousse sur la pierre, sur sa stèle. Cela ne change rien pour lui, mais pour les vivants, la poésie de son imagination se poursuit. Heureusement, il y a des champs avec des vaches pas très loin et la forêt qui allonge son ombre sur les herbes humides. Bah ouais, Karl, il est de Normandie. Alors moi, je l'ai connu vivant à Montréal. Il a vécu aussi à San Francisco pour le début de Netscape, Firefox, le World Wide Web et tout ça. Et il revient, mais à propos du livre, mais les Normands. Mais il est de Normandie, et cette question, là, la grange, c'est son coin de forêt en Normandie. Donc, tu comprends là, ce qu'on peut trouver à la lecture longue sur 20 ans d'un travail comme ça. À propos du livre, la lecture est un peu laborieuse, chaque paragraphe est ponctué de citations. Bah ouais, en ce moment, hier, je reprenais un petit peu Bachelard, je le montre là-haut, mais en fait, je le travaille pareil, je l'ai tout chargé en numérique, c'est-à-dire ces essayistes qui travaillent à distance. Ils te montrent des textes, ils font résonner des choses à travers des textes. C'est magnifique. Mais en même temps, des fois, tu te donnerais bien une bonne paire de claques. Tu dis, et toi, là, tu peux pas parler sans les autres. Et c'est une grande question. Là, on dit toujours, les intelligences artificielles qui s'entraînent avec vos travaux. Ben ouais, nos travaux, ils sont là. Vas-y, mon gars, il y a 15 000 images sur mon site, il y a 5 000 articles sur mon site. Et je suis content. Je disparais en tant qu'auteur. Eh oui, mais on travaille à une œuvre collective et moi ça m'énerve. C'est-à-dire, tu vois tous ces essayistes comme Bachelard ou là Maurice de Guérin ou Alain Corbin, pardon, travaillent aussi à partir des livres dont ils sont lestés. Et nous, on se releste d'eux pour réavancer. Et là, pour moi, c'est une question. Quand tu vois, c'est pas l'objet, là, c'est pas ce que je cherchais à raconter Karl, mais là, en ce moment, on est immergé dans toute cette pression juridique de culpabilisation sur les IA et tout ça. Bon, je reviens à mon Karl. Et là, tout d'un coup, dans un passage, il est toujours dans Alain Corbin, et il lui dit, j'en ai marre des citations d'Alain Corbin, et en même temps, il prend une autre citation, La fraîcheur de l'herbe, Alain Corbin, mais ce qu'il reprend, c'est un passage de Marcel Proust. Et pourquoi là, Karl le laisse en tant que citation, il ne va pas le chercher plus loin. Et dans Proust, il y a cette formule, moi, m'était passée inaperçue, avec pourtant... combien, Swan, combien j'ai fait de lectures en 40 ans? 5, 6 lectures complètes. Puis là, j'ai encore envie de me faire ma cure Proust annuelle. Et c'est produire de l'inutile beauté. Et lui, c'est simplement ça. Il dit, cette partie de phrase, produire de l'inutile beauté, est restée longtemps avec moi cette semaine. Pas une permanence, mais une brise entre les feuilles. L'inutile beauté, celle qui existe sans présomption, sans obligation, sans intention. Toi, ça, c'est la force. Plus côté poème, côté essai, mais cite majeur. Elle est là, elle n'est pas utile, elle n'a pas besoin d'être utile. Et là, peut-être que moi, je m'en serais arrêté là. Et il part sur un autre truc, peut-être qu'il avait cherché justement dans Proust en numérique. L'inutile beauté est également un texte publié par Guy de Maupassant dans l'Écho de Paris en 1890, du 2 au 7 avril. Parce que c'est un texte assez long, vous verrez, justement, il y a 5 chapitres. Est-ce que Proust a pris la formule du texte de Maupassant? Une question qui immédiatement se dédouble. Est-ce que Proust, bien sûr, Proust est gavé de Maupassant, mais est-ce que quand il utilise inutile beauté, 1, 2, 3, cette inutile beauté, est-ce qu'il y a ça chez Baudelaire? J'ai regardé, j'ai pas trouvé. Pourtant, le mot beauté, si tu cherches les occurrences chez Baudelaire, et produire de l'inutile beauté, est-ce qu'il s'est souvenu volontairement du texte de Maupassant ou rétrospectivement, ah tiens, ça c'est une autre chose. Mais nous, je me suis dit, tiens, et si on allait voir le texte de Proust, et si on remontait, ce sera le tout dernier point, ça fera un beau carnet, non, chez Maupassant. Et vous,
Et là, lui, la conclusion de Karl. Le contexte n'est pas le même. Vous verrez qu'effectivement, le texte de Maupassant, c'est un texte dur, mais un texte qui questionne sacrément, là, pour aujourd'hui, maintenant. Mais c'est aussi quand on met la beauté au travail et à l'utile qu'on la détruit. Ce qui est une drôle de chose. Quand mon grand-père, il reprenait, là, juste au petit racloir, un joint de culasse, enfin une culasse pour qu'elle soit bien étanche avec le joint, ou qu'il refaisait des pignons de boîte de vitesse. J'ai jamais pensé que cette beauté, quand on met la beauté au travail et à l'utile, est-ce qu'on la détruit ou on l'honore? Pour moi, c'est tout là ce que nous a offert de légitimité Gilbert Simondon. Oui, pour moi, là, il y a... Mais tu vois, ça, c'est le genre de choses qu'on discuterait facilement avec mon Karl. Et pourtant, le verbe produire invite à l'intention. Il déplie déjà toute la manufacture industrielle du 19e siècle. Tu vois, on se serait retrouvés ensemble facilement. Alors, Proust, inutile beauté. On y va. Alors, j'ai repris, c'est tout facile. J'ouvre mon édition numérique, Proust à la recherche du temps perdu. Tu vois, qu'est-ce que j'ai lu en ce moment sur la peinture de Deleuze. Mais j'ai le bouquin, mais déjà, tu vois, les recherches d'occurrence, je les fais en numérique. Kafka, cet iPub là qu'il rassemble complètement, c'est génial aussi pour s'orienter là dans les bouquins, aller les retrouver. Critique et clinique de Deleuze, parce que je voulais retrouver l'article sur Bartleby. Mon iPub grec, mon iPub Modiano, tiens, et Jacques Roubaud, la bibliothèque de Warburg. Bon, c'est mes histoires. À la recherche du temps perdu. Et là, inutile beauté, d'un seul coup, tu l'ouvres. Et c'est ce moment qui est magique pour moi aussi. Évidemment, il y a la promenade du côté de chez Swann et la promenade du côté des Guermantes. Et quand tu es à Illiers, qui s'appelle maintenant Illiers-Combray, mais bon, il n'y a plus beaucoup de Combray dans Illiers, c'est pas grave. C'est de pire en pire. Maintenant, même la maison de Tante Léonie est fermée pour je sais pas combien de temps. Autre problème. Quand tu descends sur la Vivonne, et bien que tu prends à droite, c'est là le chemin de Guermantes, et tu longes et tu arrives à un vieux pont. Et ce vieux pont, évidemment, maintenant, il est en ciment, etc., etc. Mais il y a toujours ce petit chemin de halage où tu passes le long de vieilles portes incluses dans le mur. Et moi, je peux pas aller à Illiers-Combray sans aller marcher là, à cet endroit-là. Et voilà, de chez Proust. Le plus grand charme du côté de Guermantes, c'est qu'on y avait presque tout le temps à côté de soi le cours de la Vivonne. On la traversait une première fois, 10 minutes après avoir quitté la maison, sur une passerelle dite le Pont Vieux. Dès le lendemain de notre arrivée, le jour de Pâques, après le sermon, s'il faisait beau temps, je courais jusque-là, voir dans ce désordre d'un matin de grande fête, où quelques préparatifs somptueux font paraître plus sordides les ustensiles de ménage qui traînent encore, la rivière, toi tout ce qu'il y a dans le mot de Pâques. La rivière qui se promenait déjà en bleu ciel entre les terres encore noires et nues, accompagnée seulement d'une bande de coucous arrivés trop tôt et de primevères en avance, cependant que ça et là, une violette au bec bleu laissait fléchir sa tige sous le poids de la goutte d'odeur qu'elle tenait dans son cornet. Le pont vieux débouchait dans un sentier de halage qui, à cet endroit, se tapissait l'été d'un feuillage bleu d'un noisetier sous lequel un pêcheur en chapeau de paille avait pris racine. À Combray, où je savais quelle individualité de maréchal Ferrand ou de garçon épicier, et là je vais sauter un petit peu, nous nous engagions dans le sentier de halage qui dominait le courant, d'un talus de plusieurs pieds. De l'autre côté, la rive était basse, étendue en vaste pré jusqu'au village et juste à la gare qui en était distante. Ils en étaient semés des restes à demi enfouis dans l'herbe, on les voit toujours, du château des anciens comtes de Combray, etc., etc., etc. Et là, on y arrive. Passé presque descendu dans la terre, couché au bord de l'eau comme un promeneur qui prend le frais, mais me donnant fort à songer, me faisant ajouter. D'ailleurs, ce promeneur, il est régulier chez Proust. C'est pas lui qui dit un paysage, il invente un promeneur, et le promeneur, lui, vous dit, il dit ce que voit le promeneur. Ça, c'est un élément essentiel dans ces techniques. Mais me donnant fort à songer, me faisant ajouter le nom de Combray à la petite ville d'aujourd'hui, une cité très différente, retenant mes pensées par son visage incompréhensible et d'autrefois qu'il cachait à demi sous les boutons d'or. Vous savez, les boutons d'or.
Ils étaient fort nombreux à cet endroit qu'ils avaient choisi pour leur jeu sur l'herbe, isolés par couple, par troupe, jaune comme un jaune d'œuf. Jaune comme un jaune d'œuf. T'avais repéré ça, Carlito? Brillant d'autant plus, me semble-t-il, que ne pouvant dériver vers aucune velléité de dégustation. Je ne sais pas si tu as voulu sucer un bouton d'or comme une pâquerette, ça a un goût de moutarde. C'est probablement d'ailleurs un genre de famille moutarde. Brillant d'autant plus, me semble-t-il, que ne pouvant dériver vers aucune velléité de dégustation, le plaisir que leur vue me causait, je l'accumulais dans leur surface dorée jusqu'à ce qu'il devint assez puissant pour produire de l'inutile beauté. Et là, cette phrase, tu peux rester. Tu passes de la contemplation, de l'arbitraire de la contemplation, le fait que se les approprier, non, c'est une fois, elle fane tout de suite, si tu la manges, c'est sale, c'est pas... Et je l'accumulais dans leur surface dorée, c'est ce statut de l'image. Tu restes avec l'image, tu gardes l'image comme ça, à distance, jusqu'à ce que l'image soit assez puissante pour produire de l'inutile beauté. Et tu pars avec ça, juste avec cette image. Je ne veux pas dire que je fais pour faire un commentaire à tout ça, je ne sais pas faire, et puis ça ne m'intéresse pas, mais c'est se produire de l'inutile beauté, et que c'est simplement cet arbitraire de la fleur la plus commune. Et par contre, inutile beauté, Maupassant. Alors là, on va partir, je l'ai ouvert comme ça, je l'ai aussi sur numérique, mais il est partout. Là, j'ai ouvert celui qui est assez moche d'ailleurs, enfin, mais bon, parce que c'était, tu vois, c'était des trucs d'il y a... ouais, quand tous on s'y est mis là, à fabriquer les ressources numériques de la langue française, avec des trucs volontaires. Moi, c'était, il y a eu l'ABU au CNAM, moi c'était Pierre Péroux avec le site Athéna à Genève, et la Bibliothèque électronique de Québec, c'est un gars tout seul qui a monté ça. Alors évidemment, quand tu regardes aujourd'hui, tu te dis, tiens, les polices, c'est plus tellement ça aujourd'hui. Mais oui, mais c'est une ressource disponible, offerte, une ressource de travail. Alors Guy de Maupassant, L'inutile beauté, c'est un recueil de 4 nouvelles qu'il a publié lui-même. Il a rassemblé 4 nouvelles assez longues. Donc ce titre, L'inutile beauté, est dédié à Henri Casalis. Et l'inutile beauté, c'est la première de ces nouvelles. Alors on commence par du Maupassant. La comtesse de Mascaret se montra sur le perron. Elle était fort belle, svelte, distinguée, avec sa longue figure ovale, son teint, ses grands yeux gris, ses cheveux noirs. Bon, c'est une histoire classique de Maupassant. Moi, je ne me rappelais plus du titre, mais par contre de l'histoire, tout de suite, ça m'a fait tilt. Et son mari, jaloux. Vous allez vous promener, dit-il, vous le voyez bien, au bois, c'est probable. Me serait-il permis de vous accompagner? La voiture est à vous. Et la voiture est à vous. Tout de suite, c'est cette domination du mari sur laquelle le récit va travailler en permanence. Les deux époux demeuraient côte à côte sans se parler. Tu vois, Maupassant, il y va doucement. Là, c'est tellement dingue parce qu'il écrit ça. Là, en général, la nuit, après ses heures au ministère, il y a des migraines, il y a des trucs de fric dont il a besoin. À la fin, il glissa sournoisement sa main vers la main gantée de la comtesse. Donc, une fois qu'il a l'idée, il y va. Est-ce qu'il retravaille? Probablement même pas. Il est dans cette langue qu'il a prise à Flaubert en particulier, et c'est cette mécanique-là, par contre, c'est-à-dire la phrase, le sens de la phrase, il en dispose tellement que c'est par même cette vitesse et ces temps comprimés d'écriture qu'il arrive à rejouer, là, cette musique prise à son quasi-oncle Flaubert, dans cette mécanique sociale qui, là, pour lui, est le ring, là, et le geste qu'elle fit en retirant son bras fut si vif et plein de dégoût, malgré ses habitudes d'autorité et de despotisme. Allez, et on monte, et doucement. Elle demanda, sans tourner la tête, « Que voulez-vous? Je vous trouve adorable. » Et là, dans cette séquence-là de jalousie, alors lui, c'était un homme de haute taille, à larges épaules, à grande barbe rousse, un bel homme, un gentilhomme, un homme du monde, qui passait pour un mari parfait, pour un père excellent. Et là, il y a le mot « père », et on va entrer petit à petit. « Je ne veux plus être... » Il l'a regardé aussi dans les yeux, une rage déjà le secouait, il murmura « Vous êtes folle !» Accuser l'autre d'être fou, quel meilleur... Non, mais je ne veux plus être la victime de l'odieux supplice.
supplice de maternité que vous m'imposez depuis 11 ans. Je ne veux plus être la victime de l'odieux supplice de maternité. Tu vois comme ça tourne les syllabes là, comment ça cliquette. Je parlais de mécanique tout à l'heure que vous m'imposez depuis 11 ans. Je veux vivre enfin en femme, comme j'en ai le droit, comme toutes les femmes en ont le droit. C'est même pire, c'est-à-dire, je veux vivre enfin en femme du monde, comme j'en ai le droit, virgule, comme toutes les femmes en ont le droit. Il n'y a plus du monde. Redevenant pâle, tout à coup, il balbutia. J'ai 30 ans et 7 enfants. Nous sommes mariés depuis 11 ans. Vous espérez que ça continuera encore 10 ans, après quoi vous cesserez d'être jaloux. Et là, je ne vous permettrai pas de me parler plus longtemps ainsi. Et moi, je vous parlerai jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'ai fini tout ce que j'ai à vous dire. Et si vous essayez de m'en empêcher, j'élèverai la voix de façon à être entendu, par etc., etc. Écoutez-moi, vous m'avez toujours été antipathique, vous m'avez épousé malgré moi, vous avez forcé mes parents qui étaient gênés à me donner à vous parce que vous êtes riche, ils m'y ont contrainte en me faisant pleurer. Vous m'avez donc acheté. Et là, tu vois, comme ce charroi, et sa violence et sa cruauté, est inséré dans la narration. Ça, c'est notre force littéraire. Notre force littéraire, je n'ai pas la prétention d'être fort comme Maupassant. À mon âge, il y a 20 ans qu'il était mort, Maupassant. Il l'a payé cher. Mais c'est ce mystère ou ce miracle de la littérature qui se rejoue dans le blog de Karl avec cette finesse, cette légèreté. Je devrais être une femme dévouée, vous aimez autant, etc. Je n'étais pas marié depuis 8 mois, comme vous m'avez soupçonné de toutes les perfidies. Et là, il va y avoir donc, rappelez-vous nos luttes, les portes brisées, les serrures forcées. À quelle existence vous m'avez condamné? Une existence de jument poulinière enfermée dans un haras. Dès que j'étais grosse, vous vous dégoûtiez aussi de moi, vous, et je ne vous voyais plus pendant des mois. On m'envoyait à la campagne, dans le château de la famille. Au vert, virgule, au pré, virgule, faire mon petit, point. Et quand je reparaissais, fraîche et belle, indestructible, toujours séduisante et toujours entourée d'images, espérant enfin que j'allais vivre un peu comme une jeune femme, etc. La jalousie vous reprenait. La jalousie, bah oui, c'est pour ça aussi que pour Proust, qui lui travaille en permanence dans Swann, sur la jalousie avec Odette, puis avec Albertine, c'est le thème essentiel. Donc évidemment que cette inutile beauté de Maupassant, cette nouvelle-là, elle est centrale. Par contre, cette question-là de l'oppression de la femme, comment Proust, lui, l'aurait vu, certainement pas. Et là, vos enfants, vous les aimez comme des victoires, et non comme votre sang. Et il va y avoir ce coup de théâtre. Il lui dit tout bas, « J'aime mes enfants, entendez-vous. Ce que vous venez de m'avouer est honteux de la part d'une mère, mais vous êtes à moi, je suis le maître, votre maître, je puis exiger de vous ce que je voudrais quand je voudrais. Ben ouais, juridiquement, par exemple, l'indépendance financière des femmes, disposer de leur patrimoine sans en référer au mari, ça a duré jusqu'à 48, si je ne me trompe pas. Ça finit avec le droit de vote, et encore, je ne sais pas si ça ne s'est pas prolongé. Après, allez-y les juristes, complétez. Il cherchait à lui écraser les doigts dans la pression de tenaille de son gros poignet musculeux, elle livide de douleur, tu vois. Là, on n'est plus dans le politique, on est dans l'oppression physique. Vous voyez bien que je suis le maître, dit-il, et le plus fort. Et là, coup de théâtre, elle va lui dire, sur les 7 enfants, il y en a un qui n'est pas à vous. Qui fut mon amant, vous ne le saurez jamais. Vous ne le découvrirez point. Je me suis donné à lui, sans amour et sans plaisir, uniquement pour vous tromper. Il m'a rendu mère aussi, lui. Qui est son enfant, vous ne le saurez jamais. J'en ai 7, cherchez. Cela, je comptais vous le dire plus tard, bien plus tard, car quand on ne sait venger d'un homme en le trompant, que lorsqu'il le sait, vous m'avez forcé à vous le confesser aujourd'hui, j'ai fini, et elle s'enfuit. Et là, une fois ce coup de théâtre, alors, les chevaux partirent au grand trot. 2, on est loin après, donc c'est la vie, le mari d'un côté, elle de l'autre, les 3 petites filles. La plus jeune n'avait pas 3 ans, toutes jolies déjà. Donc les enfants viennent aussi dans la narration de Maupassant. Un abbé, il en faut bien un, on reste de son époque. Et puis la crise, tout à coup, en reposant devant lui son verre à pied, il le cassa, l'eau rougit se répandit sur la nappe, etc., etc. Et dans chaque rencontre, leurs prunelles, il ne cessait plus
plus de les croiser comme des canons de pistolets, l'abbé, etc., qui n'a rien à faire là-dedans. Et toujours la scène avec les enfants, elle rentre seule dans sa chambre, puis finalement, la séparation. Alors là, on tourne, c'est-à-dire que maintenant, c'est ces personnages qui viennent là presque plutôt de Balzac, tu sais. Un d'eux, Roger de Salins, dit à son compagnon, Bernard Grandin, on est là sur le foyer, au foyer de l'opéra, regarde donc la comtesse de Mascaret, comme elle est toujours belle. Tout d'un coup, tu as la mise à distance de la scène. Je te crois qu'elle est belle. Quel âge peut-elle avoir maintenant? Attends, je vais te dire ça exactement. Je la connais depuis son enfance. Elle a 36 ans. C'est pas possible. Elle en porte 25. Elle a eu 7 enfants. C'est incroyable. Tu vois la crudité? Et la question de l'âge, tu sais, dans Balzac, la femme de 30 ans. Tout d'un coup, Maupassant, il prend ce truc-là, il rentre dedans avec une masse et il t'éclate le bloc. Et là, waouh! Alors, Roger de Salins, etc. Et il est incompréhensible que cette femme-là ait eu 7 enfants, oui, en 11 ans, après quoi elle a clôturé sa période de protection pour entrer dans la brillante période de représentation. C'est-à-dire, regarde, par exemple, quelque chose qui renvoie au bouton d'or de Proust. Contemple-la, cette terre telle que Dieu l'a donnée à ceux qui l'habitent. N'est-elle pas visiblement disposée, plantée et boisée pour des animaux? Qu'y a-t-il pour nous? Rien, et pour eux tout. Les cavernes, les arbres, les feuillages, les sources, le gîte, la nourriture et la boisson aussi. Les gens difficiles comme moi n'arrivent-ils jamais à s'y trouver bien? Ceux-là seuls qui se rapprochent de la brute sont contents et satisfaits. Mais les autres, les poètes, les délicats, les rêveurs, les chercheurs, les inquiets, ah, les pauvres gens, je mange des choux et des carottes, sacrebleu, des oignons, des navets et des radis, parce que nous avons été contraints de nous y accoutumer, même d'y prendre goût, et parce qu'ils ne poussent pas autre chose. Mais c'est là une nourriture de lapins, de chèvres, etc., etc. Bon, il prend son temps. Là, on est à l'extérieur. Ouais, mais après, on revient. On frappait les 3 coups pour le dernier acte de l'opéra, ouais, mais aussi de l'histoire. Il la regardait bien en face, si belle, avec ses yeux gris comme des ciels froids, dans sa sombre coiffure, dans cette nuit opaque des cheveux noirs, luisait le diadème poudré de diamants, pareil à une voix lactée. Alors il sentit soudain, il sentit par une sorte d'intuition que cet être-là n'était plus seulement une femme destinée à perpétuer sa race, mais le produit bizarre et mystérieux de tous nos désirs compliqués, amassés en nous par les siècles, détournés de leur but primitif et divin, errant vers une beauté mystique, entrevue et insaisissable. Elles sont ainsi quelques-unes qui fleurissent uniquement pour nos rêves parés de tout ce que la civilisation a mis de poésie. C'est-à-dire, évidemment, on reste dans une logique du statut de la femme qui n'a pas bougé. Et puis, la résolution. C'est-à-dire qu'en fait, si les 7 enfants sont bien de lui, l'homme, elle ne l'a pas trompé. Mais cette fiction qu'elle a installée de vos 7 enfants, laquelle n'est pas vôtre, lui a permis de s'en protéger, de recréer à distance cette bulle de protection que rien, aucune raison. Dans ce contexte d'époque, l'époque elle craque, elle se fissure, à preuve des Maupassant qui peuvent écrire ça, avec cette capacité aussi de transcrire la violence, mais d'installer cette transcription de violence dans l'espace le plus symbolique. Alors évidemment, on ne quitte pas les représentations de l'époque, on dit toujours c'est le comte, la comtesse, mais ce statut de la fiction, dans la fiction, c'est ça, l'inutile beauté. L'inutile beauté n'est pas une expression présente dans le texte de Maupassant. Elle est seulement son titre, mais elle a remonté comme titre du recueil. Puis de là, sur la question de la jalousie, elle s'est propagée jusqu'à Proust, qui lui ne peut pas installer de tels dispositifs. Parce que la question de la famille et des enfants, son domaine littéraire s'arrête à ça. Même si l'enfant, Marcel, c'est lui qui va parler là. Mais à propos de Bouton d'or, en faisant la promenade rituelle du côté de Guermantes,